Puisque nous sommes dans le sprint final, c'est-à-dire que c'est l'ultime week-end de campagne et on a l'impression que tous les coups sont permis. Hier encore, Donald Trump s'en est pris de nouveau à sa bête noire politique, sa célèbre opposante Liz Cheney. Après avoir dit qu'elle était stupide, eh bien il passe, si je puis dire, à la menace physique. C'était lors d'une interview en Arizona. On va l'écouter. Si vous donniez une arme à Liz Cheney et que vous la mettiez sur le champ de bataille face à l'autre camp avec des fusils pointés sur elle, elle n'aurait ni le courage, ni la force, ni l'endurance nécessaires pour regarder l'ennemi dans les yeux. Voilà, c'est-à-dire que l'escalade verbale est encore montée d'un cran. Alors je vous pose la question autour de la table. Est-ce que Donald Trump va trop loin? Est-ce que ça peut lui rapporter des voix? Ou au contraire, est-ce que ça peut faire fuir des indécis? Alors, est-ce qu'il va trop loin? Non, il va pas trop loin parce que c'est son naturel. Donald Trump, c'est pas un politique, il n'a pas été formé à Washington, il rejette la bureaucratie et en réalité, quand il est dans ce que nous on considère comme étant de l'outrance ou l'establishment considère comme étant de l'outrance, en réalité, c'est du lieu commun à la machine à café, dans un taxi, dans une épicerie, au supermarché ou avec ses copains et ses copines. Quand on parle de choses, on va parfois un peu loin, mais ça reste que dans le cercle privé. Lui, il a... Et c'est le deuxième point, théoriser ça. C'est qu'il sait qu'il peut capitaliser parce que c'est exactement ce que son public, sa base électorale, demande. Plus d'outrance. Elle veut du verbe, elle veut des choses qui grippent, elle veut cette base électorale, elle veut entendre un petit peu ce spectaculaire Trump qui dit des choses assez outrancières, encore une fois, parce qu'il utilise un vocable qui est celui des armes à feu, de la mise en danger d'une femme qui est Liz Cheney, qui était la fille de... Oui, je vous coupe, Guillaume, mais là, il y a une procureure générale de l'Arizona qui est en train d'examiner si les propos de Donald Trump ne peuvent pas être considérés comme une menace de mort. C'est-à-dire qu'il dit quand même on va la mettre devant des fusils. Alors on y reviendra sur le fond, mais juste pour terminer sur la forme et sur l'idée que, un, c'est son naturel et que, deux, il capitalise sur ça, ce qu'il a en tête, et ses stratèges aussi, c'est la visibilité en fait, c'est le niveau de communication, le niveau de conversation en ligne. Je vous donne simplement un exemple. En octobre dernier, Kamala Harris, elle fait parler d'elle à 86 millions de reprises d'elle sur les réseaux sociaux, etc. Trump, c'est plus du double, c'est plus de 160 millions. Que ça marche ou que ça ne fonctionne pas, dans sa tête, c'est any press is a good press. En gros, on ne votera pas pour vous si on ne vous connaît pas. C'est ça qu'il a théorisé. Donc ça, il faut rester sur cet enjeu de forme. Donc est-ce qu'il va trop loin? Très prosaïquement, non. Qu'on parle de lui en bien ou en mal, Maxime Viadeau. Oui, puis de toute façon, je crois que ce qu'on a remarqué chez Donald Trump, c'est que c'était véritablement un génie de la communication. Quand il est, on va dire, pris à partie ou qu'il doit utiliser la fameuse expérience de Kamala Harris au McDonald's, il en fait un argument de campagne avec, qu'on le veuille ou non, si vous voulez, un génie de la communication qui est extraordinaire. Joe Biden qualifie ses électeurs d'ordures. Il arrive à faire la une de tous les médias américains en mettant un Trump 2024 sur un camion poubelle. Ensuite, pour l'extrait que vous avez diffusé, je crois surtout que c'est une répétition d'un de ces nouveaux arguments qu'il utilise en campagne depuis quelques jours, parce que avec un de ses camarades avec qui il a passé une interview, il expliquait en réalité que il fallait lui mettre 9 fusils devant elle parce qu'elle ne comprenait rien à la guerre et que en fait ça faisait partie de ses administrés qui n'ont pas de mal à être des vats en guerre et que c'était facile d'envoyer en fait les gens à la guerre, etc. Donc, si vous voulez, il y a 2-3 jours, ça avait déjà fait polémique en disant mais regardez ce que fait Donald Trump, il a menace de mort, notamment ABC. Fox News avait ensuite sorti la lance à incendie disant que regardez, il y a tout un contexte, et je crois que ça fait partie des nouveaux arguments de Donald Trump qui marchent, comme vous le disiez, qui marchent parce que, avec cet argument qui est sans doute excessif, provocateur, mais bref, ça on a l'habitude, il dit, regardez tous ces va-t-en-guerre qui depuis des années ont fait l'Irak, ont fait l'Afghanistan, regardez ce qu'ils font maintenant encore en promettant l'Ukraine avec la Russie, etc. Moi, je ne veux pas de ça parce que c'est facile d'être confortablement assis à Washington. Moi, je ne veux pas que des Américains ou des armes américaines aident les conflits dans le monde, je serai le président de la paix. Et ça, avec ces mots, ça nous paraît pas forcément, on va dire, compréhensible, mais c'est le message qu'il essaye de faire passer et qui, je crois, marche avec beaucoup de ses électeurs. Mais totalement, c'est vrai. Enfin, simplement pour abonder dans ce que disait, enfin, sur ce que dit Maxime, c'est que c'est effectivement, sur le fond, pas du tout un belliciste, en fait, en réalité, Donald Trump. C'est pas un va-t-en-guerre. Et en réalité, quand il dit Madame Cheney, on la mettrait face à 9 canons, elle ferait pas la maline, et il dit en termes extrêmement simples, on fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Et si la guerre, elle vient aux États-Unis, c'est ce qui vous arrivera. C'est ce qui arrivera à Liz Cheney et c'est ce qui arrivera à l'Amérique moyen. Chez Tucker Carlson il y a quelques jours. Et comme il se présente comme étant celui qui conclura la paix en 48 heures, ce message, il est reçu 5 sur 5 par sa base électorale, en termes simples. Sur la guerre, il faut aussi rappeler que Liz Cheney est la fille de Dick Cheney, vice-président, qui a encouragé
George Bush à intervenir en Irak et en Afghanistan. Donc quand on parle de la guerre, c'est effectivement une référence à, non pas elle directement, mais en tout cas à son père évidemment. Et en plus, alors on a tout dit sur la parole décomplexée, la transgression absolue, ça ne change pas. Et en plus, justement, Liz Cheney a trahi le camp des Républicains, puisqu'elle fait campagne avec Kamala Harris, et on a entendu dernière déclaration, dire publiquement dans un meeting « Je n'ai jamais voté démocrate de ma vie, et cette fois, je vais voter pour Kamala Harris ». Et son père, auquel effectivement je faisais allusion, va faire exactement la même démarche. Donc ce sont des traîtres, alors que les Républicains se rassemblent derrière Trump, qui a pris effectivement totalement de parti, qui l'a totalement transformé. Eh bien, les anciens sont devenus des traîtres, et à ce moment-là, tout est bon, effectivement, pour dénoncer les traîtres, alors que le peuple se soulève et est prêt à soutenir Donald Trump. Donc c'est ça qui est important, parce qu'il y a aussi le vote des Républicains qui sont rétifs, c'est vrai chez les anciens, et qui peuvent... Ça ne va pas bouger énormément le résultat, mais c'est quand même un petit apport sur lequel comptent Kamala Harris et les Républicains qui ne veulent pas de Donald Trump parce qu'il est dangereux. Alors, vous dites les traîtres, et de l'autre camp, eh bien, il y a les dictateurs, puisque Liz Cheney a répondu à Donald Trump et elle dit « Voici comment les dictateurs détruisent les nations libres. Ils menacent de mort ceux qui parlent d'eux en termes défavorables. Nous ne pouvons pas confier notre pays à notre liberté à un homme qui est mesquin, cruel, instable et qui veut devenir un tyran. » Et juste après, quelques heures après, eh bien Kamala Harris a pris sa défense. Quiconque veut être président des États-Unis et utilise ce genre de rhétorique violente est clairement disqualifié et non qualifié pour être président. Voilà, il n'est pas digne d'être président. C'est ça qu'elle dit, Guillaume Audas. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aussi bas ne peut pas prétendre à la plus haute fonction. Non, mais pas tout à fait sûr que cet argument porte, comme l'accusation de fascisme. Ça porte pas forcément, encore une fois, sur une base électorale trumpiste extrêmement resserrée. Liz Cheney, en fait, c'est en effet à la fois la fille de son père, Dick Cheney, et de son aventure en Irak qui a été catastrophique, l'invasion en 2003. Mais c'est aussi une des membres de la commission qui a enquêté sur l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, donc elle représente aussi l'ennemi à abattre au sens propre, voire au figuré, quand on écoute Trump. Ensuite, Harris, ce qui est intéressant aussi à écouter là, c'est qu'en fait, finalement, la conception de campagne de Trump, c'est-à-dire l'outrance, elle commence à ruisseler un tout petit peu sur Harris, qui dit que c'est un obsédé de la vengeance, qu'il est rongé par la rancune, qu'il rêve d'un pouvoir sans limite, façon autocrate ou dictateur, façon Kim ou Poutine, à qui cet homme serre la main. Alors, vous parliez de la parole décomplexée, mais alors ça a été théorisé par certains politologues qui parlent carrément de politique du doigt d'honneur. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à élargir sa base, on cherche vraiment à aller chercher des abstentionnistes, finalement, et à faire vraiment des gestes obscènes. Alors, dans la nuit de vendredi à samedi, dans le Wisconsin, Donald Trump a fait quand même un geste, on peut dire obscène. Certains disent qu'il a imité, on le voit très bien, une fellation, parce que son micro était trop bas. Il y va carrément. On va le revoir, en gros plan. C'est-à-dire qu'il prend son micro, il dit ce micro est trop bas et j'ai pas envie d'en dire plus. Mais bon, bref, il mime une fellation. Est-ce que ça, quand même, là, Maxime Yeddo, je vous vois. C'est gentil de vous tourner vers moi pour ce sujet. Je vous en prie, non, mais là, il y a quand même un moment donné où les bornes sont dépassées, on peut le dire. Non, mais c'est-à-dire que non. Ah non, vous dites non carrément. Une fois de plus, on n'est pas dans le même monde. Déjà, on regarde ça avec des yeux, si vous voulez, on regarde ça avec des yeux d'Européens, etc. On peut trouver ça obscène, etc. Mais si vous voulez, j'ai l'impression qu'on est à nouveau en 2016. Je veux dire, Donald Trump a déjà été élu président des États-Unis. Il a beaucoup de chances de le redevenir. On avait déjà dit, si vous voulez, qu'il était mort. On le trouve vulgaire, etc. Mais vous voyez que ce sont des arguments qui ne collent pas à ses électeurs. Donc, si vous voulez, on a essayé ça aussi en France avec des partis qu'on qualifiait de populistes, d'extrémistes. On a d'abord essayé de les disqualifier moralement, on les trouvait ou trop vulgaires ou trop obscènes, etc. Mais je pense qu'il faut arrêter de regarder ce qui se passe de l'autre côté, si vous voulez, avec des yeux, comment je pourrais dire ça, des yeux de vierge effarouchés. J'ai l'impression qu'on regardait avec les mêmes yeux Boris Johnson en disant mais jamais
jamais ça marchera. On regardait ça avec les partisans du Brexit. On a dit jamais ça marchera. On a regardé ça aussi de la première élection de Trump en disant mais regardez, le mec a fait de la télé-réalité, c'est juste un homme d'affaires. Enfin, je veux dire, pardon, mais ça marchera jamais. Alors, au pouvoir, ça va pas durer longtemps. Ensuite, quand il a quitté le pouvoir, il y a eu le triste jour du Capitole. Et puis, on a dit, mais de toute façon, vous inquiétez pas, il est cramé. Puis, on va quand même pas se taper un deuxième mandat avec l'homme de la télé-réalité. Si vous voulez, on risque de s'y retrouver à nouveau. Donc, je pense qu'il faut arrêter de coller notre petit prisme européen ou de vierge effarouchée parce qu'on voit que c'est tout ce qui plaît, si vous voulez. Et quand on dit, oui, regardez ce il en fait, mieux c'est pour lui. Oui. Exactement. Et en plus, on dit tout le temps, oui, regardez, ça tape en bas de la ceinture. Enfin, pardon, il va falloir aussi un tout petit peu s'attarder sur ce qui se passe du côté de Obama, Harris, etc., où le niveau des attaques ne sont pas extrêmement hauts. Et on en parlait sur le plateau il y a quelques temps. Il y a un effet de ruissellement, mais simplement d'un mot. Mais tout ça, quand même, est observé de très près par les stratèges, parce qu'il est quand même entouré de stratèges qui l'encouragent à être naturel. Et en effet, on a vu les images. Il s'agit clairement, en fait, d'une fellation qui est mimée. Mais il y a derrière ça, en fait, une dimension masculiniste. En gros, il y a très peu de gens à aller chercher dans un contexte où les sondages sont hyper serrés. Et les masculinistes sont les hommes. Et les masculinistes, vous pouvez aller les chercher chez les Noirs, chez les Latinos et chez les Blancs. Et quand, en fait, vous êtes dans cette espèce d'outrance, quand vous dites, nous, ce qu'on aime, c'est les femmes et on assurera leur sécurité, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas. Quand on dit, nous, on veut des vraies femmes, et ce sont les Black for Trump qui disent ça, on fait vibrer une corde masculiniste qui cartonne sur TikTok et les réseaux sociaux et qui cartonne chez les jeunes qui sont, à un moment donné, en perte de repères, disent-ils, identitaires, because le wokisme, because le gender fluid, je le fais un peu en anglais, mais c'est comme ça que ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Pardon, rappelez-vous de la phrase, de toute façon, l'Amérique ou l'élection, je vais l'attraper comme une femme par la... Absolument. Voilà, ça c'est si vous voulez, et là on est en train de s'étommer parce qu'il mime une fellation, mais si vous voulez, ça va faire 10 ans que Donald Trump est dans le débat public américain au plus haut plan, et ça fait 10 ans qu'il fonctionne de la même façon, donc arrêtons de se dire, mais est-ce que ça va pas choper, est-ce que ça va pas aller choper d'autres personnes ou choquer davantage, parce qu'on voit que ça marche. Bon, alors on verra si ça a marché le mardi soir, puisque l'élection américaine sera à vivre sur LCI avec Darius Rochebin, Margot Haddad et Jean-Baptiste Boursier qui seront à Washington.